Les règles orthographiques concernant l'utilisation des accents en espagnol moderne sont claires et précises, mais cela n'a pas toujours été le cas. En fait, tu te demanderas d'où vient l'utilisation des accents dans notre langue et pourquoi ces accents sont présents dans toutes les langues. Accompagne-nous pour explorer un peu l'histoire afin de trouver l'origine de l'utilisation de ces signes orthographiques, omniprésents dans l'écriture savante, et qui sont devenus d'une certaine manière un symbole représentatif de toute une langue. Au début, l'orthographe de l'espagnol ne disposait pas d'un moyen graphique pour indiquer l'accentuation des mots. En fait, on n'observe aucun type d'accent dans les manuscrits du Moyen Âge. Et il n'apparaît que rarement dans les premières œuvres imprimées après l'arrivée de l'imprimerie en Espagne, en 1475. Ce n'est qu'à partir du milieu du XVIe siècle, après plusieurs siècles d'écriture. Dans cette langue, l'utilisation de signes diacritiques pour indiquer la syllabe tonique dans certains mots est documentée. Comme cela s'est produit dans d'autres langues romanes européennes, l'espagnol a incorporé les signes diacritiques provenant du grec afin d'indiquer l'accent. En grec, l'accentuation se manifestait surtout de manière tonale, avec des montées et des descentes de ton. Et elle pouvait tomber sur n'importe laquelle des 3 dernières syllabes du mot. Pour la représenter, les copistes grecs de l'époque alexandrine, au IIIe siècle a.V.Pr. Jésus-Christ ont conçu un système avec 3 marques. L'accent aigu qui indiquait une montée de ton, l'accent grave qui impliquait une élévation moindre, et le circonflexe qui reflétait une ascension suivie d'une descente tonale. En grec, pratiquement tous les mots, polysyllabiques et certains monosyllabes, s'écrivaient avec un accent sur la voyelle concernée, sauf dans quelques cas particuliers. En latin, en revanche, l'accentuation n'était permise que sur l'avant-dernière ou l'antépénultième syllabe. Sa position dépendait de la prononciation de la voyelle de l'avant-dernière syllabe. Si elle était longue, elle recevait l'accent et le mot était alors paroxyton par exemple, auriga. Si elle était brève, l'accent se déplaçait sur la syllabe précédente, donnant un mot proparoxyton comme modicus. Les locuteurs cultivés distinguaient les voyelles brèves des longues à l'oral, et c'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas ressenti le besoin de refléter cette information par des signes. À partir du IVe siècle après Jésus-Christ, certains grammairiens latins ont eu recours aux accents grecs pour écrire en latin. Vers le XVe siècle, le mouvement humaniste a encouragé la réédition et la diffusion des œuvres classiques gréco-latines. Plusieurs langues européennes ont alors commencé à adapter les signes diacritiques grecs pour refléter l'accent selon leurs propres règles. L'italien a été la première langue vernaculaire européenne à introduire des accents dans son écriture dans des textes de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Dans ses œuvres, l'accent grave était utilisé de façon irrégulière, surtout sur les mots accentués sur la dernière syllabe, et moins fréquemment, l'accent aigu à d'autres positions. Quelques années plus tard, au cours de la deuxième décennie du XVIe siècle, les Français ont adopté ces mêmes signes diacritiques, suivant le modèle italien. Ce n'est là qu'à la seconde moitié du XVIe siècle que l'on voit apparaître des écrits en espagnol qui placent décemment des signes d'accentuation sur la voyelle des syllabes toniques de certains mots. Cependant, ces ressources ne deviendront courantes qu'au siècle suivant, à tel point que les premières éditions d'œuvres comme Guzmán de Alfarache, de Matteo Alemán de 1599 ou Épître familiale d'Antonio de Guevara de 1595. Et même les comédies de López de Rueda, publiées en 1620, ne comportent pas de marque graphique pour indiquer l'accent. Déjà au XVIIe siècle, l'usage des accents s'est généralisé et, à partir du XVIIIe siècle, l'accentuation graphique devient une pratique courante dans les publications en espagnol. Les premiers exemples de textes avec des accents graphiques datent de la seconde moitié du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Ils utilisent surtout l'accent grave, généralement placé sur la dernière syllabe.
Comme c'était le cas en grec et en italien, l'utilisation des deux autres types d'accents, aigus et circonflexes, était sporadique et beaucoup moins fréquente. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Dans ces premières impressions où l'on observe l'utilisation des accents graphiques, ces signes remplissaient une fonction nettement diacritique, car ils étaient utilisés pour distinguer des mots composés des mêmes lettres, mais avec un accent prosodique différent. Ainsi, elle était utilisée pour différencier les formes muda, habla, manda, esta de G ou igualara de leurs homologues plates, mudo, hablo, mando, esta de G ou igualara. De plus, l'accent grave était utilisé sur les monosyllabes formées d'une seule voyelle, comme dans les conjonctions E ou U, la préposition a, et occasionnellement, la forme verbale a du verbe haber, oi, haber. Dans certains cas, le circonflexe alternait avec l'accent grave, par exemple cargara ou despacho, où il était utilisé dans des termes comme feu ou vert, pour indiquer l'ancienne présence d'une double voyelle avant feu et vert. L'accent aigu était très peu courant, et il était presque toujours utilisé sur les syllabes intérieures. Même avec ces tendances, l'utilisation de chaque type d'accent restait assez irrégulière et incohérente, même au sein d'un même texte. Parallèlement, de nombreux auteurs de traités orthographiques, consacrés à fixer l'écriture de l'espagnol, ont proposé plusieurs règles pour l'utilisation des accents graphiques, avec divers degrés de rigueur et d'acceptation. Tous, cependant, s'accordaient à les restreindre à certains cas, contrairement à la règle grecque, dans laquelle pratiquement tous les mots portaient une marque d'accentuation. De manière générale, les spécialistes conseillaient d'utiliser l'accent uniquement lorsqu'un mot pouvait avoir plus d'une accentuation prosodique ou lorsqu'il s'agissait de termes peu fréquents, dont l'accentuation pouvait susciter une incertitude. Certains proposaient en outre d'inclure l'accent sur les monosyllabes d'une seule lettre comme la préposition a ou les conjonctions ou ou de l'utiliser de manière similaire à l'accent actuel, diacritique sur les monosyllabes, avec le pronom elle le distinguant ainsi de l'article elle et les formes verbales de i se pour les différencier de la préposition de et du prononcé respectivement. En ce qui concerne les signes utilisés, de nombreux manuels mentionnaient sur les trois types d'accents, aigus, graves et circonflexes, décrivant des usages spécifiques en relation avec la position de la syllabe tonique. Cependant, la plupart finissaient par recommander l'emploi exclusif d'un seul, généralement l'accent aigu, bien que dans la pratique de l'époque, on ait continué à préférer l'accent grave pendant une longue période. À partir du XVIIIe siècle, dans les textes imprimés, l'accent aigu a commencé à être utilisé de manière plus uniforme pour marquer la syllabe tonique. En effet, dans le prologue d'orthographe du Dictionnaire des autorités de 1726, la Real Academia a définitivement opté pour l'accent aigu, comme forme standard en espagnol. Pendant ce temps, l'accent grave a été restreint dans cette œuvre aux termes formés d'une seule voyelle, par exemple la préposition a et les conjonctions a, ar, euro. Cette limitation ne durerait pas longtemps, car dans la première orthographe académique de 1741, l'emploi de l'accent aigu a également été recommandé pour ces mots. De son côté, le circonflexe est devenu un signe diacritique purement graphématique, qui aidait à clarifier la façon dont certains graphèmes devaient être prononcés. Par exemple, ch ou x dans monarchie ou examen, lorsque dans certains mots savants, ils ne suivaient pas leur valeur sonore habituelle de ch et j, mais respectivement de k et ks. Cet accent circonflexe a disparu au fur et à mesure que les réformes orthographiques ont éliminé l'utilisation du digramme sheak avec la valeur de k et celle du x avec le son jichin. Peu à peu, les éditions successives des traités orthographiques de l'Académie ont ajusté et délimité de plus en plus les règles d'accentuation graphique. Il n'était pas nécessaire de montrer l'accent dans tous les cas,
mais seulement dans ceux qui l'exigeaient. De cette façon, les mots qui suivaient donc le schéma accentuel le plus courant en espagnol ne porteraient qu'un pas d'accent, tandis que ceux qui s'écartaient de ce schéma seraient marqués de manière explicite. Cela explique par exemple qu'il ait été prescrit de placer un accent sur les mots esdrújul, et qu'il ait été établi que les monosyllabes n'en portent pas, sauf les exceptions ultérieures qui ont donné lieu à l'actuel accent diacritique autorisé sur les monosyllabes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. À très bientôt.